Nous passons maintenant à un moment qui me tient particulièrement à cœur, en tant qu'actrice, mais pas que. Un regard croisé, un échange entre deux de nos plus grands réalisateurs français. Nous allons aborder évidemment l'IA au cinéma. Je vous prie d'accueillir l'éternel amoureux des grandes histoires. Il ne fait pas de cinéma, il est le cinéma, Monsieur Claude Lelouch. Asseyez-vous. Ainsi que, bien sûr, l'esprit libre du cinéma français qui n'a jamais cessé de questionner son époque à travers des œuvres engagées, Monsieur Mathieu Kassovitz. Avec tous les trois, à moins que... Non, mais c'est bien, c'est bien. Tu veux mettre là? Un peu loin, là. Alors, il y a eu un petit micmac de... Alors, on est ravis de vous avoir ici. Merci infiniment. En préambule, vous êtes tous les deux des précurseurs, puisque vous avez déjà utilisé l'IA dans vos derniers projets. Alors, j'ai deux petites questions pour commencer. Alors, en deux mots, comment concrètement vous avez intégré l'IA dans votre dernier projet? Et qu'est-ce qui vous a donné envie d'explorer l'intelligence artificielle? D'ailleurs, peut-être que la deuxième question répond à la première, mais... Moi, je suis un cinéaste amateur. J'ai fait 51 films, mais j'ai vraiment le sentiment de n'avoir respecté aucune règle. Et en même temps, il faut les connaître. Voilà. Donc, si vous voulez, je me suis amusé avec le cinéma toute ma vie. J'ai commencé à faire des films dans la cour de récréation avec mes copains, tout voilà. J'ai connu le 8 mm, j'ai connu le 9 mm, le 16 mm, le 35, le Super 35, le 70. J'ai le numérique, bien sûr. Donc, j'ai goûté à tous ces plaisirs. Et c'est vrai que j'ai eu le sentiment qu'à chaque fois que une révolution technique arrivait, il y avait une nouvelle vague. On a parlé d'une nouvelle vague dans les années 60, mais en fait, il y a eu autant de nouvelles vagues qu'il y a eu de révolutions techniques, le parlant, la couleur, enfin, si on fait la liste, c'est très, très impressionnant. Voilà. Et puis aujourd'hui arrive une super nouvelle vague, c'est carrément un tsunami, c'est l'IA. Et je ne pensais pas assister à ça de mon vivant. J'ai quand même un certain âge, je me disais, maintenant je vais bientôt... passer la main, eh ben non. Et c'est vrai que quand j'ai mis le doigt là-dedans, parce que je suis très curieux, c'est mon... Toujours avide d'apprendre. C'est mon gros défaut. Et puis j'ai toujours aimé la caméra. J'ai toujours aimé la caméra. C'est un microscope formidable qui m'a permis de filmer des hommes et des femmes un peu moins dégueulasses que les autres. J'ai essayé de filmer la vie, parce que je pense que la vie est un jeu. C'est un jeu formidable, extraordinaire, génial. C'est le plus beau de tous les jeux, mais comme dans tous les jeux, il faut détecter les tricheurs parce que c'est eux qui foutent la merde. Voilà. Mais comme les tricheurs sont très photogéniques, ça m'a permis de filmer les voyous, les enfoirés et tout ça. Voilà. Et donc, c'est avec eux que je me suis amusé. Bon. Et donc, arrive l'IA. C'est quoi l'IA? C'est une caméra qui vous donne des images avant même d'avoir filmé. C'est hallucinant. En général, pour filmer, on filme et puis on développe. Non. C'est un truc absolument incroyable. Einstein disait le savoir c'est bien, mais l'imagination c'est mieux. Et l'IA c'est pas l'imagination. L'IA c'est un copain, c'est un ami qui vous veut du bien. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'est pas jaloux. Il n'a pas d'ego. Il est corvéable à merci, comme disait ce matin Nathalie Marchak. Vous pouvez l'appeler à 3h du matin. Non, pas encore. Oui. Encore. Et donc, un débat alors. Quand j'ai mis le doigt là-dedans, j'ai fait un triple saut arrière. Je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce possible que tous les plus grands cinéastes du monde sont en train d'être dépassés par l'IA? On est dépassé dans la mesure où l'IA n'a pas de limite. Nous, on a des limites financières. On a notre imagination, voilà. Mais en même temps, ce qui est rassurant, c'est ce que vous avez dit en préambule, c'est que ça ne remplacera jamais... les larmes ou le sourire des acteurs et les yeux, puisque la vérité, pour moi, existe dans les yeux. C'est pour ça que j'aime le cinéma. C'est parce qu'au cinéma, on peut filmer les yeux. Et c'est vrai que
on peut mentir avec ce que je vous raconte, avec la parole, avec tout, mais pas avec les yeux. Voilà. Et Lia, avec les yeux, elle n'est pas très à l'aise pour l'instant. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, si vous voulez, je pense que c'est un super pouvoir qu'on vient de nous donner, qui va nous permettre de faire des films de synthèse, si on utilise à la fois les merveilleux comédiens que nous connaissons, les grandes émotions que nous connaissons, et cette possibilité de rattraper les blockbusters américains, cet argent énorme que nous, on n'avait pas à notre disposition. Vous savez, à un moment donné, un jour, un mec de Warner m'avait dit, vous savez, la différence entre le cinéma français et le cinéma américain, nous, on raconte des petites histoires avec de gros moyens, et vous racontez des histoires très compliquées avec de petits moyens. Et il avait raison. Et bien maintenant, on va même avoir... on peut faire les deux, voilà. Donc je pense que c'est une Formule 1. C'est pas n'importe qui peut conduire une Formule 1. Il faut apprendre à la conduire. Mais pour ceux qui vont se donner la peine d'apprendre à la conduire, voilà, moi ça fait maintenant 6 mois que je suis plongé là-dedans. Je prépare un 52e film dont le début commencera par 10 minutes d'IA. Mais il n'y aura que 10 minutes d'IA, voilà, et je m'amuse comme un fou, voilà, donc je fais joujou. J'ai retrouvé mon enfance, j'ai retrouvé ma jeunesse. Je ne pensais pas qu'il y avait un truc aussi formidable à l'âge que j'ai qui pourrait encore m'exciter à ce point-là, voilà, et je suis ravi que Mathieu soit avec nous parce que lui aussi, je sais que c'est un cinglé, un fou de ce qu'on peut faire avec une caméra, avec des émotions, avec des personnages, voilà, et je pense qu'on doit se retrouver là-dessus, on doit avoir plein de points communs, en plus on s'est vu à Paris un petit peu, je t'ai montré quelques images, voilà, tu vois, voilà, donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Non, écoutez, l'IA, c'est, vous savez, on a dit avant et après Jésus-Christ, on dira maintenant avant et après l'IA, voilà. Voilà, on y est, nous y sommes, très belle phrase. Vous, Mathieu, justement, votre point de vue là-dessus? Moi, je suis en train de préparer un film qui ne pourrait pas être fait sans l'IA. C'est-à-dire que j'ai un projet qui date de 20 ans, qui s'appelle La Bête est morte, qui est l'adaptation d'une BD de Calvo et Dansette, qui date de 1945, et qui raconte la Deuxième Guerre mondiale chez les animaux. Et la BD est très Walt Disney, mais moi je fais un film très réaliste avec des lapins réalistes dans des forêts réalistes avec des chars, avec la guerre des hommes là-bas et des lapins qui se battent contre le grand méchant loup dans la forêt. Et on a fait budgétiser ce film par les meilleurs studios d'effets spéciaux et aussi par les meilleurs studios français et américains. Et on est dans des budgets, pour être compétitif, on est dans des budgets entre 50 et 60 millions de dollars pour un film pour un film pour enfants, mais qui parle de la guerre. Ce n'est pas un risque que je voudrais prendre, ce n'est pas un risque que les financiers devraient prendre, et ce n'est pas intéressant pour le cinéma. J'aime que les films correspondent à leur budget, que l'ambition commerciale corresponde à son budget, et ne pas faire un film absolument à contrer tout, juste pourquoi, pour pouvoir se prouver qu'on peut le faire. Ça m'a jamais vraiment intéressé. Et pendant ces 4 ans de préparation, 5 ans de préparation qu'on est sur ce film, Léa est arrivée et on a commencé à se regarder un petit peu comme ça. Et je suis allé sur mon ordinateur, j'ai pris un abonnement à un de ces modèles et j'ai tapé Petit lapin dans la forêt en feu. Et en 2 minutes, j'ai vu des images qui étaient pas seulement... c'était il y a 3 ans, donc elles ne tiennent pas la comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui, mais déjà à l'époque étaient très, très étonnants. Et il y a des choses... Et ça m'a fait complètement repenser à mon scénario et à la façon dont je faisais le film, parce que pour des détails très simples, je savais que, par exemple, de manière traditionnelle, faire ce film-là m'obligeait, pour 60 millions de dollars, à aller tourner dans les forêts avec une équipe de tournage, mais je tourne des balles de ping-pong qui sont à tels endroits, à des endroits précis où seront mes personnages ensuite. Il y a toute une équipe qui vient ensuite pour prendre volumétriquement l'endroit, et ensuite, je dois attendre 6 mois avant de commencer à voir mes personnages évoluer dans ce décor-là. Ça me donne pas beaucoup de choix de montage, ça me donne... et surtout, c'est un tournage qui est sportif, mais pas très intéressant. J'ai pas d'acteur, j'ai juste une bande son et des balles de ping-pong à filmer dans lesquelles on mettra ensuite nos personnages 3D. Là, aujourd'hui, la façon dont c'est-à-dire que
chaque plan que je fais, et j'en ai 760 dans le film, parce que je réduis le nombre de plans, parce que je veux aussi faire de la mise en scène qui me permet de faire tourner ma caméra autour des acteurs et de pas être juste dans les champs contre champs. Mais ça me permet excuse-moi, je me suis perdu un petit peu dans mes trucs. Par rapport à tes plans et ce que tu peux faire, de faire ça en IA et non pas en... C'est parce que je suis dedans depuis 3 ans et donc j'ai l'occasion d'en parler à tout le monde. J'ai des personnages qui font 70 cm. C'est tout con, c'est des trucs très techniques, mais c'est con. Ils font 70 cm. Si je suis au 35 mm à 1,2 m, je vois le pied au sol. Si j'ai les pieds au sol et que je tourne vraiment dans la nature et que j'ai les pieds au sol qui sont en contact avec la nature, ça augmente le tarif du plan énormément. Donc moi, je suis obligé de faire mon découpage avec un minimum de plans et de ne pas avoir les contacts avec le sol ou avec la nature. Là, tout d'un coup, je suis plus du tout dans cette même contrainte technologique. Et si je laisse l'AI fabriquer la nature et mon lapin, je peux avoir des contacts qui sont encore plus naturels que les meilleurs CGI qu'il y a aujourd'hui. Donc on s'est arrêté de préparer le film. On a commencé à étudier le sujet. Là, on est en train de monter une société de production. Un studio en fait, d'AI pour pouvoir fabriquer les outils qui me permettront de faire le film. Et on est un petit peu dans le même état d'esprit que, toute proportion gardée, George Lucas l'était avec Star Wars quand il avait son scénario et qu'il dit maintenant il faut que je fasse ça. L'état des effets spéciaux aujourd'hui n'est pas bon ou sont trop chers et je vais fabriquer mes propres outils. Et il a avant de pouvoir préparer le film, il a trouvé des ingénieurs, des opticiens, des mathématiciens, des fabricants d'outils, et ils ont fabriqué des outils qui lui ont permis de faire des tests et de dire ok, maintenant je peux commencer ma prépa parce que je sais comment je vais faire le film. Et donc nous, on est en train de développer des outils qui nous permettent de maîtriser ce nouvel outil qui est absolument incroyable, et c'est vrai qu'on peut aller sur un ordinateur et taper avec un prompt et avoir une image absolument 100 millions de dollars sur son écran en 5 minutes, mais arriver à maîtriser ça et pouvoir en faire vraiment son assistant et quelqu'un j'en parle comme une personne, mais justement, comme une personnalité en plus dans l'équipe, et pas juste... moi, quand on fait un film avec comme Claude, et Claude, je pense que tu diras la même chose, c'est pas un film qu'on fait, le résultat, ce que vous voyez à l'écran n'est jamais le résultat d'une seule personne, c'est le résultat de 50 personnes, les acteurs, les techniciens, le monteur, tout le monde qui a participé, et chacun amène sa pierre. Là, on a quelqu'un qui amène une pierre qui est essentielle et sur lequel on peut, tous les artisans du cinéma peuvent se retourner autour, on peut se mettre tous autour et avoir cette pièce centrale et lui dire voilà, et si je te donne ça, qu'est-ce que tu me rends? Et de là, on peut commencer à jouer un ping-pong créatif qui est très intéressant et qui enlève en fait toute limite, dans les seules limites aujourd'hui sont notre capacité à imaginer et à se laisser aller. Il y a cette capacité de faire de la merde, hein, on en voit beaucoup, mais elle est aussi ce slope d'AI est alimenté par le slope humain qu'on fait depuis aussi 40 ans. On ne fait pas que des chefs-d'œuvre. Et là, ça offre vraiment une perspective. Moi, j'avais perdu un petit peu, un peu l'amour du cinéma pendant ces 20 dernières années parce que les CGI sont tellement présents dans les films, même dans les films intimistes, que je ne sais plus ce que je vois. Je ne sais pas si c'est de la vraie neige, je ne sais pas si c'est une vraie voiture, je ne sais pas si c'est une vraie cascade, je ne sais pas si on est dans un vrai appartement, et ça m'enlève toute émotion. Et là, on n'est plus dans le faux semblant, on est dans la recréation de la réalité, et c'est étonnamment, et je suis désolé parce que je ne veux pas contredire Claude, absolument pas, mais je dois donner mon avis, je suis malheureusement, et ça me fend le cœur, mais je suis malheureusement, quand je regarde aujourd'hui ce que font les acteurs en AI, enfin ce que je vois, le résultat, qui sont basés sur des voix de vrais acteurs, j'ai vu un court-métrage où j'ai senti une émotion. Il y avait un personnage qui était un vieux monsieur, une émotion dans ses yeux qui m'a fait frissonner. Et là, je me suis dit, on a un problème. On a un problème, mais qui n'est pas forcément un problème. C'est-à-dire que ça n'enlève pas la spécificité à un acteur humain à être ce qu'il est, qu'une machine ne pourra jamais être. Et ça, on aura toujours besoin de ça. Mais je pense que, effectivement, dans la suite de la fabrication des films,
Ça, c'est une vraie question qu'on va essayer d'aborder un peu plus tard, mais je retiens. Je veux juste rebondir sur ce que vous disiez, ainsi que vous, Claude. Est-ce que vous travaillez justement là, un peu comme le fait André Djaoui et Stéphane Peters, dont on parlait auparavant, est-ce que vous, en tant que réalisateur, scénariste, auteur, vous êtes le créateur, bien sûr, de votre film, et est-ce que, comme l'outil est-ce que vous faites appel à quelqu'un d'extérieur, ou est-ce que là, si je comprends bien, Mathieu, vous apprenez vous-même à vous servir? Non, ça c'était pour faire des tests. Non, j'ai une équipe. Vous avez une équipe. Il y aura toujours un générique avec des gens au générique. Et il y aura peut-être moins de personnes. Les chefs de poste seront toujours là. Malheureusement, les petites mains vont disparaître, se recycler ailleurs, mais en déco, par exemple, le chef décorateur. Le chef décorateur, on a besoin. Un chef opérateur, je sais pas. Un chef. Parce que même là, François Berléand, il me disait que son fils est décorateur. Non, mais c'est dur, les gars, c'est dur. C'est dur. Il faut savoir que c'est dur. Mais c'est un peu la même chose que quand est arrivé le digital face à l'analogique. Tout d'un coup, les caméras étaient accessibles. Avant le digital, tu ne pouvais pas toucher une caméra si tu n'étais pas encarté et que tu n'étais pas un officiel. Tu savais, tu avais besoin d'avoir une formation pour toucher ces machines. Aujourd'hui, c'est accessible au plus grand nombre. Est-ce que c'est pour le bien ou est-ce que c'est pour le mal du cinéma? Je pense que c'est pour le bien. Moi, si vous me posez la question, je préfère retourner aux années de Claude avant que l'électronique rentre dans le truc, parce que j'aime bien savoir ce que je regardais à l'époque, dans les années 80, 90, on regardait des films et on savait ce qu'on voyait. On se disait comment ils ont fait. C'est ça la magie. Aujourd'hui, on sait comment ils font. Donc voilà, mais on ne peut pas refuser cette avance-là et cette révolution qui s'annonce et qui est C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, en effet, et pour parler de tout ça. Merci Mathieu. Comment vous faites pour, notamment Claude, pour parler à vos artistes quand vous faites là votre prochain film? Vous avez inclus de l'IA. Est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce qu'ils se sentent menacés? Ou est-ce que parce que c'est vous qu'ils viennent, tout simplement? Moi, je vais essayer de continuer à faire du Lelouch. Il y en a qui aiment et d'autres qui détestent, mais moi, je ne sais rien faire d'autre. Voilà. Moi, mon problème, c'est la spontanéité. Quand les gens sont spontanés, j'ai le sentiment qu'on peut raconter n'importe quelle histoire. Donc, je me donne beaucoup de mal pour que mes acteurs soient spontanés et qu'ils ne jouent pas. C'est terrible de dire ça, alors que j'ai travaillé avec les plus grands acteurs français du monde, mais je les supplie de ne pas jouer. Je leur demande d'être spontanés, c'est-à-dire un petit parfum de vérité. Je crois que la vérité, personne ne la détient. La spontanéité, c'est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité. Et moi, j'y suis arrivé à filmer ces petits moments de spontanéité parce que je ne leur donne pas le scénario et que je les traite comme la vie me traite. Moi, on dit que c'est la place à l'accident. Voilà, j'avance au fur et à mesure. Chaque seconde avant celle d'après. Et là, je suis en train de faire un film, qui sera ce 52e film, que je vais faire au fur et à mesure. Je ne vais tourner d'abord que les 10 premières minutes. En IA, c'est ça? IA ou avec des comédiens, mais le début est en IA. Et comme je suis content des 10 premières minutes, je vais faire les 10 prochaines. Et quand j'aurai les 20 prochaines, si je suis content, je ferai les 30 premières. Donc ça peut faire un film de 5 heures ou un court-métrage de 30 minutes. Vous je ne sais pas à quel moment, voilà. Mais j'ai envie de me laisser porter par la vie. J'ai envie que... je pense que j'ai toujours travaillé avec un immense scénariste qu'est la vie. Jamais j'ai trouvé un scénariste qui ait autant d'imagination, autant de folie et qui prenne autant de risques. Voilà. Et donc, tous les personnages de mes films sont des gens que j'ai croisés, qui existent. Les dialogues de mes films, quelque part, je les ai entendus. Je suis rien d'autre qu'un reporter. Vous voyez, je veux dire, j'ai commencé comme caméraman d'actualité, puis j'étais derrière ma caméra, puis après j'ai eu envie de faire de la fiction parce que je me suis aperçu que j'avais des super pouvoirs. Je me prenais pour le bon Dieu, je dis celui-là il va réussir, celui-là va mourir, celui-là, donc j'ai fait joujou. Et j'ai envie de continuer à faire joujou. Dans mon film, le héros principal est un metteur en scène, dont les derniers films n'ont pas très bien marché. Et comme il a du mal à trouver un peu d'argent, il se lance dans l'IA. Voilà, ça c'est le point de départ, vous voyez. Et ça va me permettre justement de filmer un grand match entre les acteurs et l'IA. Et qui va gagner ce match? Venez voir le film l'année prochaine, si j'arrive à le filmer. Voilà. Nous allons tous venir. Alors, une dernière question avant de se quitter.
Si vous deviez fixer une limite à l'usage de l'IA dans vos projets, quelle serait-elle? Moi, j'ai aucune limite. J'ai passé ma vie à prendre des risques. Je suis prêt à prendre tous les risques du monde. Plus l'IA va me provoquer, plus ça va m'amuser. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai envie de répondre à ces provocations. J'ai envie de répondre à toutes les contradictions. J'ai envie de répondre à tous ces grincheux qui essaient de nous expliquer que c'est pas bien, que c'est bien, etc. Bon, moi, j'ai fait du slalom toute ma vie à travers les grincheux et ça m'a permis de faire 51 films. Voilà. Donc, je vais essayer de continuer à faire du slalom. Merci. Et vous, Mathieu? Les limites que je ne me donnerai pas avec les AI, en fait, la seule limite, c'est mon choix et mon goût. Si j'alimente ces machines avec mon inspiration, je dois en ressortir la même chose que je ressortirais avec dans un travail collaboratif avec quelqu'un de talentueux. Quand je travaille avec une équipe et que j'ai un bon chef-op, que j'ai des bons acteurs, je suis jamais à leur dire voilà, on va faire ça, c'est qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire mieux tous ensemble. Cet outil-là permet ça, mais il faut qu'il y ait un réalisateur à la fin, il faut qu'il y ait quelqu'un qui dise non, on va dans cette direction-là. Si vous laissez les AI décider pour vous, bon, bah, c'est les AI qui est la patronne. Si vous décidez pour les AI, mais pour l'instant, on n'a pas encore les outils pour vraiment complètement maîtriser. C'est vraiment passionnant. Hein. C'est comme si on avait un cheval sauvage qui arrive et on ne sait pas comment le dresser, mais on voit que c'est une bête exceptionnelle. Ça va changer. L'autre chose qui va se passer aussi, je pense, parce que je regardais sur le panel là, c'est que les modèles vont pas forcément. Là, on parle de l'AGI, l'intelligence générale, mais ces modèles qu'on a là aujourd'hui, qui sont déjà extrêmement performants, vont devenir de plus en plus économiques et vont avoir besoin de moins en moins de paramètres. Enfin, moi, c'est ce que je pense. Tout ce qui est modèle vidéo vont avoir besoin de moins en moins de sucer l'Internet pour prendre tout ce qu'il y a dedans et de pouvoir être plus spécifique. Et si on commençait à créer des modèles cinéma, qui ne sont alimentés que par les films, qui représentent des centaines de milliers d'heures ou des millions d'heures d'art, on peut peut-être créer vraiment un outil qui nous permet d'évoluer, de faire évoluer l'art. Mais je pense que là, finalement, on vient de créer le dernier outil artistique dont on a besoin. Dernier ? Je pense que on pourra toujours inventer un instrument avec 2 bouts de bambou et une corde, mais celui-là est le dernier véritable outil dont on a besoin parce que tout va sortir de là maintenant. Vous êtes d'accord, Claude ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que moi, je crois au recyclage. Je crois au recyclage des vies. J'aime pas le mot réincarnation, mais je pense que quand je vois les jeunes, ils sont tellement plus malins que moi. Ils ont une vie de plus, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est ce qui vient d'arriver avec l'IA. Cette machine, elle est fantastique. Elle est absolument incroyable. Moi, je fais joujou un petit peu avec ça. Je pensais pas avoir trouvé un jouet comme ça à l'âge que j'ai. Parce que quand j'ai joué, c'est fait pour les gosses. Non, c'est une machine. On ne mesure pas. On ne mesure pas ce qu'on va faire. Ça va changer l'histoire du monde, et pas simplement dans le cinéma, dans tous les domaines. On a fabriqué aujourd'hui un monde incroyable. Avec ce monde, avec tous les outils qu'on a aujourd'hui, on peut fabriquer un monde formidable ou précipiter la fin du monde. Le suspense n'a jamais été aussi fort. J'ai envie de filmer ce suspense. Voilà. Ouais. Mais il y a aussi... c'est la chance qu'on a, nous, c'est qu'on a vécu dans les années 80-90 et qu'on a connu l'analogique. On a vu C'est pour ça que j'étais extrêmement étonné, mais pas tant que ça, de voir qu'on me dise que Claude était en train de faire un film avec de l'AI. Je suis mais ça me paraît logique, parce que s'il continue à faire du cinéma aujourd'hui, c'est qu'il a accepté les évolutions. Et on a eu la chance de passer du 16 mm, du Super 8 au 16 mm jusqu'au 70. Les mômes aujourd'hui, ceux qui vont faire du cinéma aujourd'hui, les prochains films qui vont être faits dans les années à suivre, ça va être un cinéma complètement différent. Ça va être malheureusement difficile par un moment de demander à un producteur de sortir une caméra dans la rue. Parce que c'est de plus en plus... Parce que si vous voulez tourner à Paris, par exemple, aujourd'hui, c'est quasiment impossible, parce que c'est difficile de bloquer les rues, d'avoir les autorisations. Ça coûte cher. C'est tout un système qui fait qu'à un moment... ça va devenir difficile de demander. Et donc, il y a toute une nouvelle génération de réalisateurs qui ne vont jamais connaître ce que nous, on a eu la chance de connaître. Et ça, c'est tragique.
Ça, c'est tragique. Mais ça fait partie aussi de l'évolution de notre civilisation, qui fait qu'il y a des artisans qui existaient aujourd'hui. Il y a les mômes de 15 ans qui vont dire non, non. Moi, je fais avec la caméra Super 8 de mon grand-père, et qui vont continuer parce que les films vont continuer à se faire comme voilà. Il y a encore des films en pellicule aujourd'hui. Ça va pousser la création, ça va pousser l'analogique, ça va pousser les gens à être de plus en plus personnels et faire des créatifs et de faire des choses que l'AI ne peut pas faire. Et ça va casser tout un truc où on a beaucoup d'artistes qui font ce que les autres font parce que c'est ça qui vend. Ces gens-là, ils peuvent plus faire ça maintenant. Bon, c'est le mot de la fin. Il n'y a pas de technologie sans regard humain. Voilà, c'est vraiment, on en revient au sujet de la journée. Merci infiniment. C'est bien trop court, mais merci d'être là avec nous. Merci.